En 2014. Merci Simalek. Avant de répondre à cette question et à d'autres questions, je voudrais d'abord dire combien j'ai été ému par l'accueil que m'a rendu, que m'a réservé toute la ville, mais ici même à 2 heures précises, c'est Farhat. Vraiment, j'étais très touché par votre chanson, par son contenu, par votre talent, et je suis très ému par cette... On ne pouvait pas me... Je veux dire, il y a des gens qui offrent des burnos, mais une chanson, c'est encore beaucoup mieux que ça. Vraiment. Deuxièmement, ma joie d'être à la Thérapeute. Je suis venu en 69, la première fois. Ensuite, je suis revenu avec dans le coin, ici jusqu'à Béchelet. Et après, en 3e fois, lorsque on a tourné Les Oiseaux de l'été, qui était le premier film 78 que j'ai mis en chantier quand j'étais nommé directeur des services de production de la télévision. 69, c'était moins joyeux parce que j'étais obligé de venir solliciter un congé à M. Rachdi qui tournait L'Opium et le Bâton. Et j'étais obligé d'attendre ici pour pouvoir voir ce congé et aller me marier. Donc, sinon, ils ne donnaient pas l'autorisation. Donc, j'ai dû attendre, assister à un déjeuner, à dîner à la fin du tournage avec ma femme et repartir la nuit. Mais c'est finalement Jean-Luc Trintignant qui est allé voir Rachdi et tout ça. Voilà. Ensuite, donc, je suis revenu dans des conditions beaucoup plus joyeuses. Et j'ai visité cette région, donc il y a le béton et le parpaing. Ce qu'a fait le parpaing à toute l'Algérie, malheureusement, et qui était un paradis sur terre. C'est un paradis sur terre. C'est encore un paradis sur terre. On peut encore sauver. Sauvons ce qu'il y a à sauver encore. Alors, troisième chose que je voulais dire, donc ma joie d'être ici à Rabat, mais ce livre est consacré au rôle de l'image dans le combat libérateur, dans le combat pour l'indépendance. Il y avait des combattants, il y a encore des combattants. Aujourd'hui, le combat, c'est un combat pour la culture, pour l'identité, pour la différence, pour la tolérance. Et dans ce sens-là, je voudrais rendre hommage toujours été. Donc il y a des combattants aujourd'hui parce que autant il était difficile de lutter contre un pouvoir pour se mettre à la place des gens entre 1945 et 1954, ils avaient affaire à peut-être la 2e ou 3e armée du monde, à une puissance coloniale qui avait ses racines, qui avait ses relais. Malheureusement, aujourd'hui, pour combattre pour la liberté, pour la culture, il y a également des gens qui font face seuls. Et je suis venu parce que j'ai décelé chez Malek Andelouche cet acharnement, cette obstination à vouloir défendre la culture. Et ça m'a beaucoup touché. Et donc, je sais qu'il a été insistant. Et moi, c'est une méthode que j'utilisais quand j'étais à la télé, quand quelqu'un voulait venir voir un film. Quand il voulait venir voir un film, il voulait faire un film, j'essayais de voir à quel point ils avaient l'envie rêver dans le ventre. Si quelqu'un n'a pas vraiment envie, si c'est superficiel, c'était pas. Donc, lui, il a fait chaque fois, je voyais ce désir, comme disait Vautier, il disait le désir de dire, le dur désir de dire. Il avait pris à Éluard, le dur désir de dire, extrait d'un poème d'Éluard. Et Vautier avait il disait j'ai le désir, ce désir qu'il avait jusqu'à sa mort. Il n'a jamais vieilli parce qu'il avait le désir de dire, de dénoncer. Donc je trouvais là, dans cette association, dans ce groupe, et surtout avec en fait c'est Andelouche. Vraiment, je pense que c'est comme ça qu'on va résister à
à cet assèchement culturel qui a été, s'est emparé de l'Algérie progressivement et qui fait que les jeunes ne disent pas. Je suis également ému de voir des jeunes dans la salle parce que ce sont eux à qui il faut passer, transmettre le désir de lire, le désir de dire, le désir de s'exprimer. Pas baisser les bras, il faut continuer. Et aujourd'hui, c'est une bataille. Donc, encore une fois, bravo pour ce combat que vous menez. C'est un combat. Et je le mets au même niveau que le combat que des gens de ma génération ont mené pour arriver à ce qu'on soit indépendant, libre, digne dans notre pays. Voilà. Alors revenons donc maintenant à nos moutons. Pourquoi j'ai fait ce livre? Bon, j'ai fait un autre livre qui est là, qui s'appelle Images et visages au cœur de la bataille de Tlemcen, que j'ai fait avec mon ami de toujours, le peintre Denis Martinez, et qui était l'évocation de mon enfance au lycée de Tlemcen. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé le lycée en 54 et j'ai eu le bac en 61. Donc j'ai passé la guerre de libération comme jeune homme qui découvrait la politique. J'ai voulu raconter la guerre de libération dans ce premier livre. C'est très différent de celui-ci qui est un livre d'histoire, donc c'est un livre d'impression. Comment j'ai connu, comment j'ai regardé nos adjeunes, comment j'ai regardé le Medina, comment j'ai regardé des gens comme Benzine, qui était dans la région, dans notre région, qui avait le maquis dans notre région, tous ces gens-là, tous ces adultes qui me paraissaient mythiques, et comment j'ai vécu tous ces événements, des prises de conscience politique, comment on est rentré dans le militantisme et tout. Donc voilà, c'était ça l'idée. Mais cela m'a amené à ce livre parce que cette enfance dans la guerre, cette adolescence dans la guerre nous a formés. Nous sommes les produits de cette période. Nous avons été formatés par cela. Et ce sont comment on dit en arabe, c'est ce qui nous a, les composantes essentielles de notre personnalité. On ne peut pas y échapper. Peut-être que les jeunes doivent avoir un autre regard, ce sont des références, ils sont libres aujourd'hui, ils ont le devoir de construire, mais quand même, je dis toujours à mes étudiants, parce que je continue à enseigner, c'est ça, j'ai toujours enseigné, j'aime la pédagogie, je leur dis toujours, n'oubliez pas que si on veut expliquer le phénomène de Camus, de l'étranger, parce qu'il est mal abordé, toujours la même phrase sur la justice et ma mère, mais en réalité, le vrai problème, c'est que lui disait, ils sont les étrangers, nous sommes les Algériens. Or, c'est avec les armes que nous sommes devenus Algériens. La première fois, moi j'ai noté dans ce livre, la première fois qu'un reportage américain est passé à CBS, chaîne américaine en 57, après, justement, c'était des extraits, et pas tout le film de Vautier, Algérie en flammes, ils ont adapté, et ça s'appelait Algeria in Flames. Mais c'était une émission avec des extraits. C'est la première fois qu'il disait, il disait les rebelles avant, il parlait des Arabes, il parlait en général, c'était le vocable arabe. Les autres, c'est des Arabes. Comme l'étranger, l'arabe. Moi. Or, la première fois que des gens à l'international ont dit les Algériens, le peuple algérien en révolution, c'est grâce à des images. Ça, c'est comment les images ont joué un rôle libérateur et que, bon, pour ceux qui vont le lire, c'est évidemment c'est un long travail, des années de recherche, mais j'explique comment, finalement, avec la communication et l'image, communication audiovisuelle court, mais également avec la radio. Quand la radio a été installée, il y a eu des précurseurs. Elle a été installée au Nador et qu'elle a commencé à émettre la nuit. Quand d'abord, avant la radio, il y a eu la presse, et on retrouve, je mets dans ce livre, la personnalité d'Abdel Hamdan au centre de la stratégie. Je dis, celui qui a été le visionnaire, celui qui a dit, Yajma'a jamais avec les armes, ça ne suffira pas, on ne peut pas battre un pays comme la France avec les armes. Nous allons le battre par l'intelligence, nous allons le battre par la pensée, nous allons le battre par des images, par des écrits, par la voix. Mais le combat seul ne suffit pas. La preuve, à la Palais national, il leur a dit,
depuis 54 aujourd'hui jusqu'à 56, nous avons remporté les plus grandes batailles militaires. Ils étaient plus de 40 000 au Mali. Et la bataille a été remportée lorsqu'il n'y avait que quelques milliers. Donc, le problème, est-ce que ces victoires que nous avons remportées, la force militaire de cette révolution, est-ce que quelqu'un en parle? Il leur a dit, faisons 50% moins et occupons 50% de notre temps à en parler, à arriver aux consciences. L'enjeu international, c'est l'opinion mondiale. Si nous n'arrivons pas à renverser la position de l'opinion internationale, nous n'y arriverons pas. Et donc, comment en sortir? Il a convaincu les gens de la vallée de la Soumane à sortir avec des recommandations. Elles sont écrites, ces recommandations. Ces recommandations disent qu'il faut développer la presse et on retrouve au cœur d'Alger, pendant ce que les Français appellent la bataille d'Alger. Je refuse ce vocable et comment il s'appelle dans le livre, j'explique tout cela. Et je fais référence également à l'ancien président de GPRA, qui dit que ce sont les Français qui ont inventé le vocable de la bataille d'Alger. Parce qu'ils sont venus, après la défaite de Dien Bien Phu, ils voulaient se venger, ils voulaient remporter des batailles. Mais nous, et les dirigeants, tous les dirigeants, que ce soit à peine ou bien l'élite de ce qu'on appelle la bataille d'Alger, disaient, nous, tout ce qu'on voulait, c'était que se débarrasser du colonialisme français, non pas chasser les Français, on voulait se débarrasser du colonialisme et être libre. On n'avait pas. Notre objectif n'était pas de remporter des batailles. On n'était ni équipés pour cela, ni on n'avait pas envie de faire un bien fou, c'était pas la même chose. Donc, il dit, ce sont les Français, ce sont des gens comme Massu, qui ont subi la défaite de Bien Fou, qui voulaient gagner des batailles. Et ils ont construit une espèce de légende. Et en ce sens-là, malgré la grandeur d'un film comme la bataille d'Alger, ça a consolidé cette idée que la bataille d'Alger, jusqu'à leur mort, les officiers français comme Béjart, Massu, etc., pensaient qu'ils avaient remporté la bataille d'Alger. Mais en réalité, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que l'ALN, qui subissait en 57, 58, 57 surtout, des assauts répétés par l'armée française qui s'était équipée de manière très lourde, appuyée par l'OTAN, par les forces de l'OTAN, subissait donc un poids trop important. Ils ont donc décidé de lancer des opérations dans les villes pour occuper et fixer le maximum de troupes françaises pour alléger le poids sur les campagnes. C'est comme ça qu'on a parlé de bataille d'Alger, bataille de Tlemcen, bataille de Constantine. Mais en réalité, c'était des tactiques, des stratégies, et on avait des stratèges. Donc on retrouve Ben Omlan dans ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Mais il était en train d'imprimer le premier Moudjahid. Il est derrière. Les premiers numéros, d'ailleurs Madame Chollet raconte, Pierre Chollet raconte dans son livre Le choix d'Algérie, il raconte comment, à un moment donné, Ben Omlan est découvert, c'est Madame Lapalette et d'autres, Jacqueline Delouge, etc., qui tapaient à la machine le journal. Et donc, quand il est découvert, c'est elle qui l'emmène en 2 chevaux jusqu'à Blida, chez François Fanon, là où était François Fanon, où il y avait les réseaux, etc., pour l'emmener vers Tunis. Vous voyez, donc, et pour aller, voilà, au Maroc, pour faire le Maroc. Et donc, au départ, il voulait aller à Tunis, mais les choses se sont mal passées, le balisage, ils ont donc décidé de se retrouver en Nador, vers l'endroit où était Boudiaf. Voilà. Donc, il est derrière le journal, qui était Résistance algérienne, ensuite Moudjahid. Il y avait trois éditions, ABC, parce qu'il y en avait une à Alger, qui se faisait à Alger, une à Tunis et une au Nador. Et ensuite, c'est devenu unifié Moudjahid. Ensuite, ils ont lancé la radio avec un élément qu'ils ont mis sur un camion dans le Nador. Et ça, c'était l'initiative de Boudiaf. À cette époque-là, Oussouf était actif, mais il n'était pas encore à un niveau. C'était plutôt d'autres personnes à l'extérieur. Qui évidemment dirigeait la délégation extérieure et qui lui aussi
appuyait énormément sur les stratégies de communication, qui insistait là-dessus en disant c'est là où on doit mettre l'effort le plus important. Et puis Abba Namna qui commence à organiser des services de cinéma. Alors comment il l'organise? Il crée la première idée qu'il a eue, première chose qu'il a faite, et ce sont des visionnaires, ce sont des gens, quand on voit toute cette génération qu'on n'aura jamais, je ne sais pas si un jour on la repassera, de gens de génie, il a créé une école de cinéma. Première chose, il a créé une école de cinéma que dirigeait Mahmoud Eldessi. Et il a formé, dans son idée, il voulait former des caméramans moudjahidines, des Junoud, qui sauraient filmer et qui s'emmèneraient dans les batailles pour avoir leurs propres images et inonder le monde avec les images de Laïden. Et c'est comme ça qu'on a fait les premiers films, les premiers courts-métrages, qui s'appellent Les infirmières de Laïden, Le train de Louanza et Les réfugiés. 3 petits films qu'on retrouve d'ailleurs dans Algérie en flamme parce qu'il était enseignant dans cette école. Le premier qui a été recruté par pour enseigner, quand Vautier est venu, il voulait faire des films, il lui a dit oui, mais on a besoin de former des gens, on a besoin de toi. Et comme il est venu avec Pierre Clément, qui était son directeur photo, il l'a engagé également. Donc ils ont pu former les gens au maniement de la caméra. Chandelier était là, il avait amené ses premières caméras, et Clément, avec ses caméras, c'était les premières caméras qui ont été utilisées pour l'entraînement, tout ça. Donc après, bien sûr, il a fait ce film, Chandelier a été le premier à venir à créer un service photo. Ben avait également, il avait un très gros intérêt dans le service iconographique, et surtout pour une raison précise, parce que nous, comme tous les êtres humains, on aime bien se faire photographier. D'ailleurs, vous avez vu, la première chose que j'ai fait, j'ai voulu me faire photographier, c'est pour moi. Seulement, au maquis, comme on fait photographie, quand ils arrêtaient des maquisards, ils repéraient des coins. Et le service de la SAS et le deuxième bureau ont réussi à situer des caches et des maracas grâce à ces photos-là sur des cadavres. Donc, à peine a dit interdiction formelle à partir de maintenant au Junoud Moudjahidine de prendre des photos. Il a désigné pour chaque Katiba un photographe officiel. Et il lui dit chaque fois que tu termines un rouleau de pellicule, tu l'envoies à Tunis. Très léger. Vous voyez, c'était des gens qui avaient une stratégie extraordinaire. Des fois, ils prenaient des photos, ils les abandonnaient avec des fausses informations pour dérouter l'ennemi. Donc, c'était Chandelier qui a créé rue des Entrepreneurs à Tunis, le premier service photo. Et quand Kouassi est venu, à ce moment-là, Chandelier, quand ils avaient beaucoup plus besoin comme caméraman, ils l'ont affecté au cinéma. Et ils ont confié le service photo à Kouassi. Et Mahdi Moussaoui, qui a été le coordonnateur après de la image et son de l'ALN et puis du GPRA après, premier ministère qui a été dirigé par Mohamed Yazid. Tous ces gens-là étaient. Ils ont développé une relation très importante par la photo. Il y a des photos qui ont été offertes envoyées à Life, qui ont fait la première page de Life. Newsweek a fait sa première page une fois avec le Khadar, une fois avec Tagres. Quand vous avez des journaux comme ça qui à l'époque tiraient 8 millions d'exemplaires, Life c'était 8 millions d'exemplaires, ça n'existe plus. Et que ça circule dans le monde entier, dans tous les salons du monde entier. Vous avez le président du GPRA en première page, Algerian Government in Exile. C'était une des victoires, mais retentissantes. Toutes les armées du monde, toutes les escadrilles du monde ne peuvent pas obtenir ça. Et eux l'obtenaient. Voilà, c'était la force de la volonté, la force et la vision. C'était des visionnaires. Donc voilà, tout cela a été organisé comme ça. Après, il a organisé également l'arrivée, et ses successeurs, parce que malheureusement il n'a pas eu le temps de développer toute sa stratégie, d'autres s'en sont occupés, essentiellement 2 hommes qui ont compté énormément, c'est Mohamed Yazid et Abdelkader Chandelier, le frère de Général Chandelier. Abdelkader Chandelier était ambassadeur de l'ALN et du GPRA
à New York. Il avait réussi à se créer des liens d'amitié avec John Kennedy. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'ambassadeur de France, je crois qu'il s'appelait Vasseur, il envoie un rapport qui est maintenant dans le domaine public, à son ministre des Affaires étrangères. C'était pas l'ambassadeur, c'était le chargé de communication de l'ambassade, chargé de l'information, en disant, on a vu Alfred de Chandelier et Kennedy, qui était sénateur à l'époque, président de la commission des affaires étrangères du Sénat américain, en 1957, prendre des sandwichs ensemble dans un café. Non, alors les carottes sont ici. Si le futur président des États-Unis, parce que tout le monde savait que c'était quelqu'un qui avait une grosse carrière devant lui, est devenu si lié aux rebelles algériens, entre guillemets, c'est que, voilà, ils avaient des relations très fortes. Je raconte également quelque chose que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'un des adjoints de Chandelier s'appelait Boudiarji, qui est un type originaire de Blida. Il était à l'ONU, c'était l'ambassade du Yémen qui a abrité la délégation algérienne. Et il y avait une jeune femme, M. Boudiarji était réputé pour. C'était un beau gosse de l'ONU. Et donc, il a connu une jeune femme qui était stagiaire, simple stagiaire. Seulement, c'était la fille de Hearst. Hearst, c'était le propriétaire de CBS, de New York Times, de Los Angeles Times, de toutes les radios-télévisions. C'était un empire. C'était d'ailleurs sur ce modèle-là que M. Orson Welles a fait Citizen Kane. C'est lui, Citizen Kane, c'est un empereur. Et sa fille, pour lui, c'est sa fille, mais elle va faire un stage d'attaché de presse à l'ONU pour tout le monde. Et elle s'est mariée avec Boudiarji. On se retrouve avec un homme de la LF qui est allié avec le plus grand empire médiatique du monde. Vous voyez un peu le travail qui a été fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en 1963, lorsque l'Algérie est devenue indépendante et que il s'est passé tellement de choses entre 1962 et 1963, les affaires étrangères appellent M. Boudiarji en lui disant « il faut rentrer, votre mission est terminée ». Alors Mme Hearst, qui avait succédé à son père qui était mort entre-temps, qui est devenue la patronne de la fondation Hearst, lui dit « mais où tu vas ?»« Viens, je t'achète une maison ». Et elle lui a acheté la plus grande maison de Hollywood sur 30 hectares. Et il a fini sa vie là-bas. Donc, voilà l'histoire. Donc, après, ils ont organisé l'arrivée de reporters américains. Ça, c'était ce que j'ai raconté sur des gens qui sont partis à Nedroma, Thornhampton et Herbert Green, qui sont venus à Tunis, ils ont filmé le bombardement. C'est eux les premiers qui ont filmé le bombardement de Sarkozy Youssef, qui ont envoyé les premières images en disant voilà ce que la France fait. Ça a fait un mal fou à la France. L'impact à l'ONU a été désastreux. Ensuite, ils ont envoyé des gens à l'intérieur des maquis, surtout à la wilaya 1 et 5. Pourquoi? Parce que Tanger était zone internationale. Donc ils les infiltraient par Tanger, ou ils venaient les contacter à Tanger. Et ils les faisaient rentrer par le Rif, par les montagnes de Kholon, ce qu'on appelait à l'époque Tagil Wahda. Ils les faisaient rentrer, ils sont restés 3 mois. Ils ont fait des films qui sont passés, qui ont fait énormément de mal. Donc, si vous voulez, à un moment donné, Kennedy aussi, je raconte l'histoire de Kennedy, il était sénateur, il était président de la commission des affaires étrangères, donc c'est lui qui définissait pour le Sénat américain la politique étrangère américaine. Et un jour, il fait un discours, le 2 juillet exactement 1957, il fait un discours qui a été appelé tellement il était favorable en disant l'Amérique se trompe, il y avait des républicains qui étaient au pouvoir, l'Amérique se trompe, l'Amérique se fourvoie, le peuple algérien lutte pour son indépendance et il faut impérativement le soutenir dans son combat pour la liberté. Ça a été une bombe et les Français ont pris ça de manière... Et le discours était... il n'y avait pas que l'Algérie, c'était une partie, c'était un discours sur l'état des affaires étrangères. Mais le discours était tellement pro-algérien qu'ils l'ont appelé
Kennedy's Algerian Speech, le discours algérien de Kennedy. Tellement ils ont été frappés par cette adhésion de Kennedy, qui plus tard devient président. Et celui qui fait ses discours, qui rédige ses discours pendant la campagne, s'appelle, je vais le retrouver, qui était un journaliste de Newsweek. Et celui-là, à un moment donné, il écrit un article dans Newsweek avant la campagne qui était contre le FN. Il soutenait les Français en disant les Français, ils ont fait un travail de civilisation, les Français. Bon, c'est Chandelier qui va le voir. Il assiste à ça. C'était à Harvard. Et Joe Kraft, il s'appelait Joe Kraft. C'est lui qui était le principal conseiller de Kennedy quand il est devenu président. Et il a dit, j'ai beaucoup admiré votre discours, moi je suis dans le camp adverse. Mais, excusez-moi, vous n'avez qu'un point de vue. Si vous êtes journaliste, oui, je suis journaliste. Alors je vous offre la possibilité de prouver que vous êtes journaliste et d'aller voir votre camp. Mais si vous refusez, si vous reconnaissez que vous n'êtes pas un journaliste, choqué, vous osez vous dire que je ne suis pas journaliste. Et non, je vous propose, si vous êtes un vrai journaliste, vous venez avec moi, on vous emmène dans nos maquis et vous regardez. Donc il a fait rentrer également dans les maquis. Joe Kraft a filmé et il est revenu et c'est devenu un soutien indéfectible de la Révolution. Donc c'est tout, le livre raconte un peu tout ça, toutes ces choses qui font que, dans ma conviction, la guerre a été remportée également, je ne dis pas exclusivement, je dis qu'elle a été remportée également sur le terrain, et je peux ajouter surtout sur le terrain politique, sur le terrain diplomatique, sur le terrain des images, et les films après, comme le bouquet, ça a été la présentation de Yasmina et les fusils de la liberté, dans l'ancêtre, pas dans l'ancêtre de l'ONU, par là. On dit toujours à l'ONU, mais c'était dans une salle qui avait été louée par des lobbies et qui avait payé Madame Hearst. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent, il fallait inviter 1000 personnes, avec ça coûte énormément. Donc c'est la Fondation Hearst qui a payé, on a su bien plus tard. Et les gens ont vu Yasmina. Et Yazid à l'époque disait, on a fait 2 films en 1960 pour la question. Juste la veille du traitement de la question algérienne à l'ONU, et le lendemain, l'ONU entière votait pour l'indépendance. Non seulement pour l'indépendance d'Algérie, alors que la question avait été refusée plusieurs années avant, mais pour l'émancipation de tous les peuples encore soumis sous colonialisme. C'était la Révolution 57. Et il s'avait montré, et Yazid disait, nous avons fait 2 films, Yasmina, il était conçu, c'était l'histoire d'une petite fille, pas par hasard, la petite Algérie face au Goliath français. La petite Algérie, une petite fille qui a perdu ses parents face au crime colonial. Il disait, celui-là, je l'ai fait pour faire pleurer dans les chaudières. Et les fusils de la liberté, je voulais montrer la discipline de la libération, pour montrer la puissance, que ce n'était pas des faits de la guerre, c'était des choses. Donc l'un pour frapper les esprits, l'autre pour faire pleurer dans les chaudières. Et donc, il y avait une vraie stratégie. Quelqu'un aussi qui a joué un rôle très important, c'est Mahdi Moussaoui. Mahdi Moussaoui a été l'homme rigoureux qui a organisé ces images, qui les a classées, qui, en 62, lorsqu'il y a eu l'indépendance, a mis tout cela sur des camions, qui voulait créer l'INA, l'Institut national algérien de l'audiovisuel. Et les camions ont traversé la frontière, et de l'autre côté de la frontière, on ne sait pas où ils sont passés. Et ça devient notre histoire. Merci. Je vais juste vous lire un petit passage du livre, page 51, sur la bataille de la communication.